Salut et bienvenue sur le podcast de la Milonga. Je m'appelle Raphaël et je vais à la rencontre d'acteurs qui font bouger le monde du tango. À travers ces échanges, mon objectif est de mieux comprendre cet univers, acquérir des clés pour progresser et aussi pour m'inspirer pour faire évoluer ma danse. Alors si vous aussi vous voulez en apprendre plus sur le tango, eh bien je vous propose de venir avec moi pour rencontrer ces danseurs. Bonne écoute! Merci beaucoup Mathias d'avoir accepté l'invitation. T'es le premier invité du podcast de la Milonga et du coup bienvenue. C'était important pour moi de t'avoir comme invité car je trouve que tu as un parcours qui est extrêmement intéressant. Car en plus d'être danseur de tango, tu es aussi chorégraphe, linguiste et tu as même créé un système de notation qui est propre au tango. Donc c'est des choses sur lesquelles j'aimerais revenir avec toi pendant cette heure et aussi revenir sur ton parcours de tes débuts en Argentine jusqu'en Europe, de ce que tes études en linguistique t'ont apporté, de comment tu es devenu chorégraphe, et aussi, si on a le temps, que tu puisses partager des conseils pour qu'on puisse progresser en danse. Donc pour commencer, si je te définis comme danseur de tango, linguiste, chorégraphe, est-ce que c'est une définition qui te convient bien? C'est comme ça que tu te présenterais? Oui, oui. Bon, c'est vrai que des fois, j'ai un parcours un peu éclectique qui a Complètement, ouais. touché plusieurs domaines. Donc, des fois, toujours les présentations elles sont un peu difficiles. Mais disons que oui, j'ai une formation autant que linguiste que comme danseur de tango. J'ai commencé à danser le tango en même temps que la linguistique. Et ces deux domaines, ils me sont beaucoup marqués. Et après, il y a eu des autres expériences justement qui m'ont mené à faire la chorégraphie pour explorer la danse d'une manière plus large. Et c'est ça que je trouve justement très intéressant dans ton parcours. Oui, disons un peu ma particularité à l'intérieur du milieu du tango, que c'est un milieu très divers, très hétérogène. Et il y a beaucoup de personnes, surtout dans ces dernières années aussi, qui font des propositions très, très particulières. Il y a vraiment une grande richesse qui continue dans une forme d'effervescence. Tu penses à qui quand tu dis par rapport à cette richesse-là que certains danseurs Bon, je apportent? pense à oui, toutes les nouvelles générations et les anciennes aussi du tango qui se Mm. sont retrouvés dans les dernières 20, 30 ans et qui ils ont formé toute une communauté où il y a vraiment des caractères très différents et à l'intérieur de tout ça, moi j'ai construit mon petit apport en disant et avec cette particularité d'avoir un regard un peu théorique, un peu réflexif, et combiné avec un regard plus proche de la pratique culturelle du tango, de sa danse et de son héritage culturel aussi plus large, et aussi avec la chorégraphie. Ok. En fait, un peu ma place, ma particularité, c'est toucher ces trois domaines et essayer de construire justement un regard nourri par les langages, par l'université, nourri par les expériences du bal et nourri aussi après pour mon travail comme chorégraphe avec des compagnies plus contemporaines. Et tu connais d'autres personnes qui exercent le même métier que toi, justement de recherche par rapport au tango? Et oui, en ce moment, il y a plusieurs personnes qui, on dirait, presque toute personne qui commence quelque part dans le tango, il se met tout de suite dans une forme de recherche. Après, ces recherches, ils prennent des manières ou des profils différents par rapport à leurs influences, leurs objectifs et la partie du tango qui les a fascinés le plus. Quand même, on est toujours encore sur cette sensation qui a été déjà nommée depuis de nombreuses années par plusieurs écrivains et théoriciens et aussi des personnes, des passionnés du tango. Avec le tango, on est toujours face à une espèce de multiple énorme. Donc, Ouais, on peut retrouver un peu tout. On il y a peut tellement de choses. retrouver... Oui, il y a plusieurs manières de vivre cette culture. Et finalement, peut-être cette sensation de multiplicité, elle n'est pas non plus particulière au tango, sinon qu'on Mhm. peut la retrouver dans des autres domaines aussi. Mais en tout cas, dans le tango, ça implique plusieurs manières de vivre le tango, avec la musique, avec la poésie, avec la danse, avec des concerts, des bals, des spectacles. Et toutes ces formes, ils traversent l'histoire du tango depuis ses débuts, C'est quelque clair. part. Donc, oui, on est toujours dans un terrain multiple et chaque personne qui fait ses premiers pas dans ce milieu, comme on est aussi dans un terrain qui est un peu secret, un peu indéchiffrable, un peu mystérieux, Ça, c'est clair, ouais. tout de suite, chacun il va se retrouver dans une forme de recherche ou Mhm. d'enquête, Mhm. on va dire. Et toi, quand t'as commencé le tango très jeune, à 17 ans, qu'est-ce qui t'a fasciné, toi, justement, dans ce domaine-là? Bon, mes premières
approchement vers le tango, c'était par la musique. C'était une époque où j'aimais bien la musique classique. J'étais tombé sur un concert de tango, mais joué d'une manière philharmonique. C'est rare les gens à 17 ans qui aiment, même avant, qui aiment la musique classique. Bon, disons que j'avais, autour de mes 15 ans, dans le lycée, on avait eu des cours d'analyse musicale Ok. et ça, il avait une prof qui m'avait marqué et Qui t'avait fait aimer en tout cas on cette nous musique. apprenait à écouter Hmm. et à apprécier les plusieurs mouvements de la musique dite classique et dans son histoire. Toi, c'était pas rap argentin, quoi. C'était classique. Bah, je sais pas. Aussi, disons que Buenos Aires, c'est une ville. Il y a une phrase de Borges que je ne pourrais pas citer là de mémoire, mais qu'il dit quelque part que la culture des Argentins, c'est la culture universelle. On a eu tellement des immigrés à Buenos Aires surtout qui sont arrivés et chacun il a apporté son héritage culturel. Très Donc il y a une multiculturel. espèce d'histoire qui nous appartiennent, que c'est une histoire symbolique très, très vaste quelque part. Et donc la musique classique à Buenos Aires, il y a tout à fait sa place. Il ne faut pas oublier, il y a quand même un grand opéra, l'État de Colón, il y a aussi bref, plein d'événements un peu reliés à cette tradition. Moi, chez moi, c'était pas une musique qui était trop écoutée, mais c'était seulement par le biais de l'école et d'avoir découvert ça que j'avais été intéressé. Et ensuite, quand j'ai commencé à sortir dans la ville, j'ai trouvé des concerts qui étaient organisés par la ville aussi gratuitement. Et un de ces concerts, donc finalement, du tango. Et là, mon premier lien avec cette culture. Et là, t'as fait waouh, c'est. Et là, je suis retourné presque chaque semaine à écouter ces concerts. J'ai suivi des cours de tango, donc je suis allé danser. Bah, les premiers cours, je l'ai observé, et la semaine suivante, je suis allé. Pourquoi t'as observé? Est-ce que j'ai pris les cours. t'avais pas de partenaire ou juste J'étais tu- très timide aussi à l'époque, très réservé, et j'avais toujours une espèce de rapprochement avec beaucoup de prudence vers les choses, surtout dans une place d'observation. t'avais besoin d'observer avant d'y aller? Oui, oui, oui. Mais c'est clair que en plus le tango au début, j'ai l'impression que c'est toujours un peu spécial parce qu'on n'a pas toujours l'occasion d'avoir un rapport aussi proche avec les gens. Oui, oui. Et aussi, quelque part, cette sensation, bah, cette stratégie, on va dire, d'observer et de rester un peu discret au début, c'est quelque chose qui m'a permis aussi de m'intégrer plus facilement dans un milieu du tango traditionnel, dans lequel, bien évidemment, des fois, il y a des codes, des gestes, des manières de faire les choses qui ne sont pas tout à fait évidentes, donc qui s'apprennent un temps à regarder, surtout dans cette époque, autour des années 2000, quand quelqu'un avec 18 ans, 17 ans arrivait dans un bal tango avec des gens Genre beaucoup toi. plus âgés. Ouais. Donc tout de suite, il avait une espèce de différence ou de décalage. Il y avait quelque chose de rare, en tout cas, dans cette rencontre. Donc On était intrigués. le fait d'observer, c'était important pour déchiffrer qu'est-ce qui s'est passé. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de codes en fait dans le tango. Même pour les gens qui écoutent et qui ne connaissent pas forcément le tango, par exemple, ce principe-là même de KBCO, de Mirada, pour inviter les gens. C'est des choses aussi ça peut paraître au début un peu, pas obscur, mais en tout cas c'est... Oui, partons de la base, et là c'est les Mathias un peu plus linguiste ou théorique Vas-y. qui parlent. Et toute activité, toute pratique, elle a des codes, des formes de comportement ou des formes qui ont une signification. Même les lieux qui nous semblent les plus libres, Donc toujours des ils codes. sont appuyés sur des significations particulières, des actions qui ont une valeur quand même sémantique. Sauf que quand on y va dans une communauté où on n'a pas trop l'habitude, on les ressent peut-être d'une manière plus forte Oui, c'est vrai. ou on les ressent d'une manière plus visible. Parce qu'on les a pas intégrés en fait, parce que c'est des choses qu'on découvre. Oui, c'est pas des choses qu'inconsciemment nous allons faire, des choses qu'inconsciemment nous allons faire dans notre vie, et du coup, on doit quelque part les apprendre, et on les apprend en étant assez adulte et assez conscient pour les apercevoir en eux-mêmes. C'est clair, ouais. C'est un peu comme apprendre une langage plus tard dans la vie ou quand on est plus jeune, quelque part. Et du coup, quand je suis arrivé à ces balles, Ouais. bon, au début, comme je disais, c'était la musique du tango qui m'a attiré. Après, quand j'ai vu la danse, il y a eu quelque chose qui m'a plu.
Ah, mais la première fois que tu as vu un concert, il n'y avait pas de danseur. Non, non, non. Ok, c'était Non, vraiment un c'était concert live de tango. que la musique, Ok. avec une orchestre, avec un ensemble autour 20-25 musiciens. Ok. Et tu te rappelles du coup la première fois où tu as vu des danseurs? Où tu as vu des gens danser le Et tango? quand j'ai vu la première fois, bon, en Argentine, la culture du tango, il faut dire, elle est présente Oui. un peu partout. Et même si les gens ils dansent pas forcément, ou si les gens ils chantent pas ou ils jouent pas de la musique, mais il y a des situations, des airs de tango qui peuplent La vie. les quotidiens d'une manière pas caricaturesque ou pas. Mais en tout cas, c'est dans l'ambiance Mais générale. oui, il y a plein de situations qui nous renvoient à quelque chose du tango. Juste en Argentine ou de manière générale en Argentine ou seulement à Buenos Aires? Bon, je parle surtout de mon expérience Oui, dans bien la sûr. ville où j'ai grandi, à Buenos Aires. Après, euh, dans des autres parties du pays, le tango il continue présent, mais aussi avec des autres environnements culturels aussi, comme la musique folklorique de chaque région, des autres influences, des autres manières de vivre. Mais à Buenos Aires notamment, que c'est un peu la ville symbolique du tango, et, et aussi la ville où historiquement il y a eu à plusieurs reprises des rassemblements très significatifs pour l'évolution du tango et pour son développement. Et on peut dire que c'est une ville qui est peuplée de cette âme qui C'est nous la capitale. envoie Ouais. au tango, depuis des situations très quotidiennes à des situations plus précises. J'avais sûrement vu déjà danser les tangos, même si dans les concerts que j'ai retrouvés pour la première fois, il n'y avait pas de la D'accord. danse. Et après, quand je suis allé au cours du tango, c'est là, à vrai dire, mon premier lien direct avec cette danse en regardant comment est-ce que ça fonctionne en cours. Et les cours, il m'avaient plu, donc la semaine suivante, j'étais retourné et c'est là où j'ai commencé et je ne me suis pas arrêté, on va dire. Tu t'es trouvé une partenaire ou... Non, non, Ouais. j'allais toujours seul. Ok. Ouais. Oui, oui, toujours seul, au cours, au bal. À Buenos Aires, il faut dire qu'il existe beaucoup moins cette nécessité de trouver un partenaire pour aller dans les lieux. Ça se Et, fait naturellement ou il y a toujours des gens qui viennent tout seuls, c'est pour oui, ça? et après, peut-être il n'y a pas le même nombre de personnes, mais c'est Oui, ça. pas forcément une chose qui va gêner Hmm. particulièrement. Les gens, ils attendent, ils regardent pendant, ou ils travaillent aussi de son côté. Et quand on y va dans un cours, on y va plutôt avec oui, une espèce d'ouverture de participer dans l'activité et qui admettre aussi le fait d'être seul. Et ça, quand même, c'est important parce qu'à Buenos Aires, ça a permis justement que beaucoup de gens qui, a priori, ils ne sont pas un complice pour aller vers le tango, puissent quand même aussi mettre ses pieds dans cette activité et là, faire des liens et rencontrer des personnes. Ce qui est un peu plus compliqué en France ou même à Paris, où parfois quand il faut prendre des cours, il faut être obligatoirement avec quelqu'un avant d'y aller. Pas dans tous les cours, mais ça peut arriver. Disons que, et là encore les matières un peu théoriques, que quand l'activité elle, a une tendance à se formaliser un peu plus, à s'organiser surtout autour d'une activité pédagogique sur la forme des cours, tout de suite à une logique qui c'est la logique des inscriptions, que c'est la logique des parités, c'est un besoin un peu de... Structuré, comme tu as dit, formalisé. Ouais, oui, structuré, mais aussi organiser l'activité dans un point de vue d'une école. Oui. Mm. En revanche, en Argentine, mon impression, c'est que l'activité, elle est plutôt organisée autour du bal. Les gens, ils ont envie d'aller danser, et c'est les bals qui réunissent les personnes, et peu importe avec qui on prend des cours, la chose importante, c'est comment on a une certaine performance dans les bals. Et des fois, même, il y a des cours avant, où il y a plusieurs profs qui vont au même bal, mais la communauté, elle se tisse surtout autour de cette rencontre, les bals, et pas la communauté qui s'est construite autour des cours ou des écoles. Ce qui peut plus se faire en France par rapport en Argentine. Et après, ça dépend aussi si on veut un peu regarder l'histoire récente, ça a un lien avec la réincorporation du tango en Europe. Donc, c'est normal qu'il n'y a pas déjà des balles qui préexistent, dans lesquels on va y aller voir, parce que les balles, ils n'existent pas, parce que la pratique, elle n'est pas... En tout cas, il y a très peu, quand, au début des années 90, le tango, il a commencé
à se développer. renouveler l'intérêt. Il n'y avait pas une communauté établie déjà en Europe qui dansait. Donc, pour la construire, il fallait des cours. Et pour les cours, il fallait Forcément, les ouais. écoles. Donc, c'est un processus, je pense, que nous, on vit et que maintenant, on commence petit à petit à rentrer dans une autre étape de la communauté ou dans l'activité culturelle du tango au-delà de Buenos Aires, dans des autres pays, dans des autres villes. Et cette activité culturelle, elle propose des balles, donc peut-être on va petit à petit à cet Cette nouveau évolution, centre de ouais. l'activité que Hmm. c'est les balles, c'est aller danser. Et après prendre des cours comme complément. Mais la chose importante, c'est la réalité du bal. Et toi, t'es arrivé quand en Europe? En Europe, j'ai fait mon premier voyage quand j'avais 23 ans et c'était en 2008. D'accord, donc t'es arrivé vraiment quand il y avait un peu, peut-être même, je sais pas si au début, mais en tout cas, t'es arrivé pendant vraiment la transformation peut-être du tango où il y a une grosse évolution Oui, en Europe par disons rapport à ça. que ça que j'ai appris, ça que mes profs, et mes amis, et des gens qui après sont devenus mes collègues, ils me sont racontés, c'est que, oui, au début, l'activité en Europe dans les années 90, elle était beaucoup plus limitée. Il y avait peut-être une milonga à Cologne en Allemagne, aux Pays-Bas, et les gens faisaient vraiment des kilomètres pour se rencontrer, pour danser. Et là, à nos jours, on peut constater qu'il y a Tous les jours? une offre beaucoup plus large et beaucoup plus vaste avec des villes qui proposent même une milonga chaque jour Bah, même par semaine. À Paris, même le samedi ou le Mm. dimanche, parfois il y a même plus de 10 000 gars où on peut aller dans la journée, donc c'est Donc une ça montre quand même, belle bon, on évolution. n'est pas ici en train de faire ces statistiques, mais en tout cas dans notre perception du tango et de l'activité, et On voit qu'il y a un il y développement. a, oui, une croissance que je pense que c'est évident pour tout le monde. Et ça, la chose qui peut-être n'est pas trop évidente, c'est comment est-ce qu'on peut l'interpréter, comment est-ce qu'on peut extraire certaines conclusions Bah, même après, de on voit ça. qu'il y a aussi beaucoup plus de jeunes aussi qui se mettent au tango. Oui, De oui, plus en plus. oui, oui. Donc c'est souvent ça aussi, parce que moi je fais partie aussi des plus jeunes dans les balles. Mm. Et souvent, soit on me dit, ah, bah, ça fait du bien un peu de fraîcheur, ou soit on me dit, ah, c'est marrant, il y en a de plus en plus de jeunes qui font du tango. Oui, Donc on voit qu'il y a en tout cas quelque chose qui se passe et c'est du coup super cool. oui. Et donc toi, quand tu étais à Buenos Aires et que tu prenais tes premiers cours, comment tu t'es senti? Tu t'es senti à l'aise directement ou Bon, disons que les premiers cours que j'ai pris, que finalement ils se rapprochent le plus à ma manière pédagogique actuelle, et ils ne m'avaient pas plu. c'est vrai? Pourquoi? Et après, je suis allé dans des autres cours qui m'ont plu un peu plus. Et c'était des cours où on travaillait un peu plus comme la vieille école, on va dire, où on Marché? montrait. Oui, il y avait un moment de marche Hmm. et après il y avait un moment de séquence. Ok. Et on travaillait autour d'une séquence organisée autour de ce qu'on appelle le passo básico. Et on déchiffrait des enchaînements assez larges, des mouvements avec 14 instructions différentes, on va dire. Et qu'est-ce qui t'avait pas plu du coup dans ton premier cours Dans les premières, mais c'est paradoxal parce que finalement aujourd'hui j'en approche plus comme ça. Ok. Et c'était un cours qui commençait plus par la marche, plus par retrouver l'effet de marcher ensemble et de faire quelques petites possibilités de séquences, mais très réduites, et inscrites dans un mouvement de marcher ensemble. Hmm. Mais j'ai l'impression qu'à cette époque, pour moi, ça avait été un peu trop abstrait. Et après, avec du recul, je me suis dit, c'est intéressant de voir comment chaque personne, des fois, elle peut commencer par un côté plus structuré ou elle puisse commencer par un côté plus libre. Et tous, quelque part, on a besoin après de voir l'autre manière de travail. Ouais, et je te comprends tout à fait dans ça, parce que moi, en tant que jeune danseur de tango, au début, moi, je pensais que le tango, c'était surtout faire des figures. Oui. Et en fait, au final, on se rend compte que le tango, c'est aussi beaucoup de marche. Mm, Et mm, c'est mm, aussi mm, même la mm, chose mm. principale, faire tout le temps des figures, à la fin, c'est relou. Et il faut aussi apprendre, du coup, pendant une danse, à comment bien marcher, et même dans cette marche-là, proposer des changements. Et finalement, en fait, la marche, c'est quelque chose de principal dans le tango, et c'est pas que faire des figures. Oui, si on veut lire ça d'une manière un peu plus analytique, on pourrait dire que les tangos ils nous demandent un ensemble de compétences superposées et simultanées, et lesquelles, au début, peut-être on les donne plus d'importance à d'entre elles, Oui, et après, petit à petit, on découvre que tous les autres sont c'est également importants et ils nous demandent aussi une attention considérable. Sauf que des fois, on n'est pas trop disponible
pour donner cette attention profonde à tous ces aspects, ou au moins dans un certain ordre. Et c'est là aussi où mes expériences en travaillant avec des gens très différents pour transmettre ce que j'ai pu apprendre du tango, il m'a montré que, en fait, c'est très important de pouvoir saisir par où la personne elle puisse faire ses premiers pas, par où elle puisse comprendre mieux quelque chose, pour petit à petit après les suggérer ou les mentionner, même si la personne elle va l'oublier, parce que des fois. Mais ça reste quand même dans la tête. Ça m'arrive souvent de dire oui, tu verras après telle chose. Les personnes après oublient, mais après, quelque part, ils les retrouvent. Ça revient, oui. Mais bon, la chose importante, c'est que la personne elle continue dans les voies du tango. C'est clair, il ne faut pas non plus trop lui envoyer trop d'infos. Quand on partage, et même quand on apprend, je pense aussi que c'est important de faire cette réflexion, d'être patiente et se dire oui, peut-être là, je suis plus disponible pour certaines choses. Creusons dans cette direction, et après les autres choses ils vont commencer à venir. T'as été patient toi dans ton apprentissage du tango? Et bon, moi j'ai une manière de me rapprocher à n'importe quelle pratique un peu par des tempêtes d'attention très fortes, par des périodes je sais pas, des 2 à 3 mois. Donc c'était devenu en fait après des pauses, après revenir. Mais bon, avec le tango quand même, j'ai eu une pratique assez régulière. Après, en termes d'investissement et de conscience, d'investissement de se dire, ok, je vais répéter, travailler. Et il y a eu des périodes plus fortes, et après il y a eu des périodes où c'était plutôt aller au bal, aller danser. Et faire des cours, et après des périodes plus intensives où c'était se rencontrer avec des autres amis, avec des autres profs, collaborer. En fait, dans les tangos, quand même, tout s'est entremêlé très facilement. Et pendant longtemps, j'ai donné des cours avec 2 autres profs, donc on était 3. Tu donnais les cours à partir de quel âge? Tu as commencé à donner des cours Et moi, j'ai commencé à donner des cours à partir... En fait, bon, c'est un peu plus complexe, mais avant de te répondre ça... Vas-y. Pour finir, l'autre chose, c'est que, en fait, le travail avec les tangos, comme j'ai donné des cours avec des autres personnes, ça se produisait en dialogue et en échange, une espèce de recherche qui était intégrée dans une forme de pratique régulière. Et ça, j'avais beaucoup apprécié. Et c'est des expériences comme ça qui m'ont détourné quelque part de ma manière très focalisée sur des périodes plus ou moins courtes pour me relier à une activité. Avec les tangos, c'était beaucoup plus continu, beaucoup plus régulier. Et par rapport à quand j'ai commencé à donner des cours, ça s'est fait vraiment très naturellement, parce que, en fait, moi, je me rapprochais au tango parce que la danse, ça m'intéressait. J'ai jamais eu l'objectif de devenir danseur, ni professeur, ni enseignante, ni chorégraphe, ni quoi que ce soit. Petit à petit, il y a eu des gens que je connaissais dans la Milonga, des profs qui donnaient des cours, qui partaient en voyage et qui m'ont laissé leurs cours pour les remplacer. Donc D'accord. là, j'ai commencé à donner un peu de cours. Et avant ça aussi, mes premiers profs, ils me sont un peu pris comme assistant. Assistant dans le sens que j'étais un bon élève, mais je n'étais pas capable peut-être de beaucoup corriger des choses. Mais ils s'appuyaient un peu sur ma présence pour montrer ou pour aider à des autres élèves. Donc là, déjà, mes premiers maîtres me sont un peu formés discrètement à cette transmission. Après, il y a eu donc ces autres connaissances qui m'ont laissé leurs cours comme des remplacements. Avec certains d'eux, j'ai continué après à travailler quand eux ils sont revenus pour donner les cours un peu ensemble. Et après, il y a eu une femme qui m'avait demandé des cours parce qu'elle voulait apprendre à guider. Donc, et petit à petit, ça a commencé à s'articuler. Et les tangos et l'activité de tango, ça rentre très bien avec mes temps d'étudiante des lettres. Donc, ça... Tu avais trouvé un équilibre Ça marchait bien, voilà. Et après, ça est devenu un travail. Mais en fait, c'est allé plutôt rapidement même. Entre le moment où tu as commencé et le moment où tu as commencé à être assistant. J'ai commencé à... Bon, ça s'est donné, oui, au cours de mes premières 3-4 ans. Ce processus, il s'est commencé à mettre en place, on va dire. Et à partir de mes 4 ans avec les tangos,
5 ans, j'étais déjà dans un cadre avec des cours. Et tes 3 premières années de tango, ça s'est passé comment? T'as Bon, prenais un cours et t'allais... c'était très intense. Je prenais de 2 à 4 cours par semaine. avec les mêmes profs ou non? Et deux avec un même prof. Ok. Et en fait, dans la première période, je suis beaucoup un de mes premiers maîtres du tango. Qui c'était? Et c'était Carlos Miño. Ok. Il n'est pas connu, il n'est pas trop fameux, il n'a pas voyagé. Ok, mais en tout cas, c'était ton prof. Mais il avait quelque chose qu'en tout cas, dans sa proposition, moi j'ai trouvé des choses qui me permettaient d'apprendre quelque chose. Ok. Et après, j'ai pris des cours avec Rodolfo Ruiz, qui après, il a fait un magasin de chaussures du tango qui s'appelle Neotango. D'accord. Et c'est en suivant ces cours à lui aussi que j'ai commencé à rester après les cours au bal. Et dans des bals où j'ai pu regarder la danse des grands danseurs du tango de Buenos Aires, la plupart maintenant décédés, et où j'ai commencé vraiment à découvrir la nuit du tango. T'étais pas trop stressé ta première milonga? Et bon, je sais pas, en fait, tout ça s'est donné tellement progressivement Ouais, que que assez... j'ai oui. pas vraiment une mémoire où il y a une première fois comme un acte initiatique quelque part, non? Et oui, la première fois que j'ai écouté de la musique du tango, j'ai des souvenirs plus ou moins particuliers, mais aussi ça s'effondre avec un cycle que c'était que chaque semaine, j'allais là-bas à écouter un peu les mêmes concerts. Et avec la milonga, avec les balles, avec les courses, ça a été un peu pareil. Tout a été très progressif et jamais avec un objectif de dire je veux devenir danseur, je veux être professeur, je veux voyager dans le monde. Parce qu'après, j'ai rencontré des gens qui ont eu un peu cette démarche, que je les admire beaucoup. Moi, je me trouve quelque part toujours un peu incapable de dictaminer une voie plus ou moins nommée de manière claire par rapport au futur. Après, dans des projets particuliers, plus ou moins oui, mais en général, et surtout dans toute cette période qui était très, très formateur pour moi, j'ai navigué dans des eaux qui me menaient, et même au bal, quand après des années d'avoir commencé à donner des cours, j'ai jamais me présenté aux autres comme professeur de tango. Si les gens ils avaient envie d'apprendre quelque chose de moi, ils se rapprochaient. Et sinon, non. Et ça, je pense que ça vient aussi de ce contact avec la tradition du tango, avec les balles, où justement il avait beaucoup de prudence pour se dire prof ou occuper une certaine place de maître ou pas. Et moi, j'ai connu des grands danseurs de la milonga qui ils savaient de 40, ils avaient sur eux 40 ans de tango, 50 ans de tango, mais c'était des artistes, mais qu'ils ne se mettaient pas forcément dans une place d'enseignants. Oui, et je pense que cette manière de se comporter au bal ou de se relier au tango avec une forme de respect sur de ce qui se passe, ça m'a toujours... T'as trouvé ça intéressant? J'étais imprégné un peu par ça aussi. Je comprends. Et donc ensuite, tes 3 premières années de tango ont été, du coup, comme tu as dit, intensives? Oui. Bon, j'ai dit mes premières 3 années de tango, on va dire c'est la période dans laquelle j'ai appris le plus et le plus rapide. Et après mes 3 années de tango, vraiment il y a une zone où tu commences, au moins j'ai commencé à pouvoir composer des choses par moi-même, donc ça a ouvert un nouveau cycle très fort de 3 ans quelque part, et où j'ai cherché mon style, ma manière, et j'ai essayé de faire l'effort de compatibiliser l'énorme nombre de discours différents du tango qu'on écoutait, toutes les différentes manières d'expliquer sa danse ou de la partager. Au final, c'est ça, justement, je trouve ça intéressant. C'est aussi pour ça que je fais le podcast, pour justement, m'imprégner de tous ces discours-là. Et je voyais justement, en fait, j'avais lu une interview de Gustavo Navera qui parlait justement qu'en fait, on était encore, alors que le tango, ça existe depuis des années. T'as une idée, toi, du début du tango? Quand ça a été créé ou quand on a commencé à danser le tango? Oui, le tango, il commence à la fin du 19e siècle. Ok, donc ça fait quand même...
Très longtemps. Et les débuts, c'est toujours un peu sombre et mystérieux. Mais il y avait des bals dans les alentours de la ville de Buenos Aires, aussi dans les alentours de la ville de Montevideo. Et il y avait les bals de noirs. Il y avait des choses, des activités un peu marginales dans lesquelles il a commencé justement à se consolider la musique et aussi la danse du tango. Mais on n'a pas beaucoup de registres Mais en de tout ça. cas, ouais. Et du coup, je trouve ça très intéressant parce en fait, il disait qu'on était encore à ne pas savoir exactement en fait comment faire un abrazo parfait, comment faire tel pas, où on était encore en train de discuter de choses qui pouvaient paraître assez simples au premier abord, mais au final, en fait, personne n'est vraiment d'accord ou de la manière de laquelle danser parfaitement, parce que tout le monde a une manière de voir le tango. Et c'est ça qui est aussi très intéressant, Bon, je trouve. là... Mais tu vas me corriger. Non, non, non. Dans cette manière de présenter la chose, il a une espèce de supposition de qu'il devrait y avoir une manière parfaite Oui, c'est vrai. de faire les tangos. Et ça, et là encore mon côté un peu linguiste, je veux Vas-y, dire. vas-y à fond. Et peut-être il y a des autres manières de concevoir la pratique culturelle du tango, et justement où il n'y a pas une manière à chercher, sinon plusieurs formes d'interpréter sur des critères différents que chaque danseur ou chaque époque Parce que de toute façon, on voit des il vidéos se propose. on voit des vidéos sur YouTube de danseurs. En fait, tellement de danseurs, il y a autant de danses que de danseurs. Oui, après aussi, le tango, comme il s'est développé comme une culture de la oralité et de la transmission de personne à personne, il a été beaucoup moins institutionnalisé. Et comme il a été beaucoup moins institutionnalisé, on a beaucoup moins de références en commun. Et c'est plutôt une espèce de synergie qui se produit entre plusieurs influences, plusieurs interprétations, et surtout une synergie qui va être possible si il y a des balles qui réunissent une communauté plus ou moins la même. Parce que c'est là où on digère, on va dire, l'apport de chacun. Ok. Et justement, on peut aussi en parler du coup de ton parcours de linguiste parce que tu es diplômé de. Oui, Ouais. oui, j'ai fait mes études à l'Université de Buenos Aires en linguistique, que c'est pas forcément l'étude d'une langue ou de la grammaire d'une langue en particulier. Dans mon cas, moi je me spécialisais plutôt dans l'analyse du discours et sociolinguistique, qui c'est plutôt des théories qui nous permettent de voir comment les langages ils s'intègrent avec nos pratiques sociales. Et donc, du coup, tu as créé un système de notation qui lie le tango. Oui, en fait, quand je prenais mes cours de tango, au début, quand j'ai commencé, je faisais aussi mes études à l'université. Donc, j'ai partagé un peu mon temps entre ces deux territoires. La université, avec des exemples de la littérature et des théories sur le langage. Et dans la nuit, les bals du tango, avec cette expérience forte d'une danse et d'une pratique culturelle un peu marginale, mais assez précise et très vivante. Donc cette coexistence dans ces deux univers a vite fait produit des glissements de certaines questions du langage vers le tango et inversement de certains exemples de situations du tango vers des questionnements théoriques du langage. Et surtout à cette époque-là, quand j'avais commencé, il y avait beaucoup dans la communauté du tango cette comparaison, cette métaphore de que le tango c'est un langage, cette option, disons, de que le tango c'est un langage, et ou de traiter métaphoriquement le tango comme un langage. Et moi, comme étudiante de linguistique, je me suis dit, bon, c'est le tango, on assume qu'il y a un langage, et on pourrait appliquer des théories et des questions qu'on a fait au langage au tango. Donc ça a commencé toute une période de réflexion. Tu avais commencé en 2013, c'est ça, à travailler dessus? Oui, mais c'est beaucoup plus postérieur. Ok, d'accord. Parce que j'ai regardé sur ton site, justement, il y a écrit début en 2013. Oui, au début 2013, j'ai fait mes premières signes et mes premières gestes vers un système de notation chorégraphique pour le tango. Mais en fait, beaucoup avant, ce questionnement du tango comme un langage, ça produit plusieurs réflexions et ça accompagne un peu ma démarche avec certaines solutions ou certains schémas que maintenant j'ai un peu reformulés avec des autres lectures.
mais qui a accompagné mon travail et ma manière de me rapprocher au tango. Et c'est en 2007 que je vais commencer à écrire quelques articles où j'essaie justement de faire des transpositions de certaines catégories du langage à la danse du tango ou à la pratique culturelle du tango. Donc là, je vais utiliser plusieurs théories, articles ou ouvrages sur la littérature ou sur le langage pour penser la danse. Et à partir d'un de ces travaux, la question va être posée de comment, qu'est-ce qu'il se passe si on considère le tango comme une culture d'une tradition orale, et pourquoi le tango, autant que langage, il n'y a pas un système d'écriture. Donc je pose toutes ces questions et c'est effectivement en 2013, après avoir fait nombreuses expériences comme prof de tango, en donnant des cours notamment à des personnes aveugles et à des personnes de parcours différents. C'est là où j'arrive à synthétiser un peu mes idées. Aussi, c'était la fin d'une école que j'ai fait à Buenos Aires qui s'appelait la Academia Argentina, non, la Academia de Estilos de Tango argentino. La sigle c'était AZ, maintenant je ne me souviens pas exactement. C'était un programme fait pour le gouvernement pour justement assurer la tradition de cette danse à de nouvelles générations. Et c'était un programme qui durait un an avec 10 heures de cours par semaine et qui faisait un peu les parallèles d'un autre projet qui s'appelle l'Orchestra Escuela, D'accord. Emilio Valcarce, qui a été aussi formé quelques années plus tôt. Donc, dans cette école, j'avais la chance de pouvoir rencontrer plusieurs danseurs de tango, des vieux maîtres, des nouveaux danseurs professionnels. Et ça, c'était après juste tes études en tant que linguiste ou c'était en parallèle? Et ça, c'était en 2007, j'étais encore à l'université. D'accord, ok. Ouais, Donc c'était en plus une autre formation que tu faisais. oui. D'accord. Oui. Et dans cette école, donc, j'ai pu voir plusieurs pédagogies différentes, plusieurs manières de s'approcher au tango. Et j'ai commencé à la fin de ce cursus à faire une espèce d'intégration de tout cela. Et tout cela avec cette démarche de questionner le tango comme un langage. Et tout cela avec déjà la question posée de qu'est-ce qui pourra apporter un système d'écriture à ce langage, disons, de la danse du tango. Donc, tout ça, tous ces contextes, ça a produit qu'après en 2013, j'ai commencé à faire les premiers signes. Et après en 2016, j'ai abouti ce projet avec la publication du système de notation en espagnol. Et ensuite, en 2017 ou 2018, j'ai publié la version en français. Et qu'est-ce que justement en fait, t'as apporté toutes ces recherches par rapport au tango? Qu'est-ce que toi tu cherchais en fait quand tu t'es dit je vais faire des Disons recherches? que ce projet, notamment de la création d'un système d'écriture pour la danse du tango, pour écrire les mouvements de la danse du tango, pour pouvoir faire des partitions telles comme pour la musique, mais pour la danse. C'est un projet qui va clôturer ou quelque part symboliser cette première étape de mon travail qui a donc une découverte de la danse du tango, une découverte de la linguistique et des théories du langage. Et c'est un peu les résultats créatifs de rencontre de ces deux milieux d'expérience. Ensuite, ces projets aussi, ils me permettent de me rendre compte de manière plus concrète de comment j'ai été intéressé par une démarche de recherche théorique pour le tango, que ça fait partie un peu de mon travail. Peut-être c'est la partie un peu moins connue encore parce que je n'ai pas encore produit assez d'objets partageables pour communiquer ces réflexions. Ils sont beaucoup restés comme dans ma cuisine interne d'élaboration des autres projets. Mais ce projet d'écriture de mouvement, il m'a permis justement de prendre conscience que j'ai mené toute une série de réflexions qui ont grandi là, surtout dans les dernières années, et que maintenant je travaille de manière plus active pour les consolider et les mettre en discussion. Parce que des fois, dans les tangos, on est un peu obligé de faire ses propres questionnements internes pour se relier à ce qui se passe. Mais des fois, ces questionnements, ils commencent à déborder un peu et ils commencent à prendre une forme d'autonomie.
Et dans mon cas aussi, ces réflexions, elles sont beaucoup touchées par mon expérience avec des danseurs en danse contemporaine et aussi avec des projets multidisciplinaires avec les tangos, mais aussi avec des autres disciplines. Donc, tout, tout ça, aujourd'hui, il construit, disons, un des axes que j'ai privilège dans mon travail, c'est donner plus de place à une réflexion, une entre autres, qui puisse avoir cette particularité d'être enrichie par ces influences qu'on a nommées avant. Et est-ce que du coup, ces travaux de recherche, toi, t'a permis de mieux comprendre certaines choses à toi, ta danse? Ou est-ce que tu sens que toi, ça t'a apporté quelque chose d'un point de vue juste purement chorégraphique, ou aussi par rapport aussi à ton tango, ça l'a développé? Bon, disons que ces réflexions, ils m'ont C'est bon, t'as permis... réussi à bouger tes jambes? Et non, moi j'avais un peu une crampe. Ok, ok. Et c'est la partie du danseur qui ne reste pas visible dans les podcasts, c'est qu'on peut avoir des crampes. Ça arrive. Et, euh, et disons, quand j'ai appris à danser, une certaine interprétation de qu'est-ce que c'était la danse, c'était un vecteur important pour aller plus vite, pour comprendre aussi qu'est-ce qu'ils disaient les autres. Hein. Surtout, moi j'ai appris dans des contextes où c'était plutôt montrer et faire. Il n'y avait pas un vrai analyse ou un vrai système pédagogique pour de la danse. Hein. Et c'était rare de trouver quelqu'un qui avait une vision, je ne dis pas une vision expliquée avec des paroles, parce que chacun transmettait avec des paroles, mais Recherche. une vision systématique de ce que c'est danser, non? Mais donc, toutes ces réflexions par rapport à la danse, au langage, ça m'a assisté quelque part dans mon apprentissage. Après, ça m'a permis d'apprécier ma pratique personnelle de la danse d'une autre façon. Complètement, ouais. Et après, quand j'ai commencé à faire des projets en lien avec des autres disciplines, ils ont été toujours basés sur une réflexion de quels sont les enjeux dans les tangos et comment est-ce qu'on peut se nourrir de ces enjeux pour construire des réponses dans des autres domaines. C'est comme ça que mon travail avec les dessins ou avec l'aspect graphique, il a été influencé par ces questionnements. Mon travail avec l'art contemporaine aussi. Et c'est un peu par ces biais-là, par cette réflexion sur les mécanismes internes du tango et comment ce mécanisme il puisse être réfléchi et comment ce mécanisme il puisse être mis en fonctionnement ailleurs. C'est là où je pense que je construis une forme de particularité. D'accord. Et oui, oui, dans une espèce de vision consciente de ça pour l'appliquer. Notamment un exemple concret, quand j'ai fait la chorégraphie de Maria de Buenos Aires, de Astor Piazzolla et Horacio Ferrer, avec l'Opéra National de Reims, avec les ballets de l'Opéra National de Reims, et à Mulhouse, Strasbourg et Colmar, parce que l'opéra elle s'est produit dans les trois villes. Il y a eu aussi l'opéra de Bordeaux, où il a été joué. Non, c'est autre chose peut-être. Oui, oui, Ouais. la pièce elle a été créée avec l'Opéra National de Reims et après elle a été produite en plusieurs opéras à Paris, et notamment l'Opéra de Bordeaux aussi. Mais dans ces projets, dans ce travail et dans les autres collaborations que j'ai fait aussi avec les ballets de l'Opéra National de Reims, j'étais toujours sur cette voie de dire comment on peut développer des questions de tango dans un autre langage. Donc j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec ces danseurs magnifiques et dans ces cadres très privilégiés aussi du travail. Et pour voir justement comment on peut thématiser certains éléments qui sont très présents dans la danse du tango, même ceux qui sont un peu marginaux, a priori, et comment on peut construire à partir de ça des résultats concrets dans des autres langages, non, du mouvement. Et bon, les résultats, c'est les pièces que j'ai créées, qu'on peut voir, qu'on peut apprécier. Même ton solo, le tango Mon Théâtre, oui, dernièrement, ou aussi, du coup, Maria de Buenos Aires. Oui, disons que depuis 2012, j'ai une curiosité plus forte sur construire des formes plus spectaculaires de danse à partir du tango, plutôt vers la danse contemporaine.
Et j'ai commencé ça en Argentine déjà. En fait, cette envie vient comme suite d'avoir rencontré de nombreuses compagnies en Europe dans mon voyage pour transmettre le tango. Et j'avais rencontré la compagnie de Pina, des autres compagnies de cirque, des nouveaux cirques comme les Choses de Rien. Et juste, ça non plus, c'était pas prévu. Donc au début, quand tu as Oui. commencé à danser le tango, tu t'es pas dit peut-être Oui. j'aimerais bien chorégraphier, Ouais. peut-être j'aimerais bien Ouais. devenir danseur en fait. Ouais, C'est à partir ouais. de quand que tu t'es dit bon, ouais, c'est peut-être ça que j'ai envie de faire de ma vie, quoi. Parmi les autres choses aussi. Hein, Bon, mais- c'était venu comme des besoins quelque part, je pense. Et quand j'ai rencontré justement toutes ces compagnies en Europe, petit à petit, il a apparu un peu les besoins de dire comment on peut construire des formes de mouvements au-delà de la danse du tango. Et les rencontres avec ces compagnies, aussi des compagnies de ballet, de théâtre, ça produit qu'en 2012, j'ai commencé à faire mes premiers essais en Argentine avec des gens très différents. On s'est rassemblés, c'est une forme plutôt de collectif, et on crée des petites formes. Et ensuite, j'ai passé une audition pour un spectacle qui était produit par l'Institut français et l'Inde, où il y avait du tango, du ballet et de la musique indienne. Et donc aussi. toi, tu te positionnais Donc, plus en tant que danseur de tango plus que comme danseur Là, de dans ballet. cette audition, je suis pris comme danseur de tango. Et c'est cette expérience qui va me permettre aussi de rencontrer des autres compagnies et des autres danseurs. Et là, trouver un cadre justement pour développer un peu plus cette curiosité que j'avais. Tu as commencé les autres danses à quel âge? Le danse contemporaine, tu l'as commencé donc le tango à 17 ans et les autres danses? Et oui, ça c'était beaucoup avant, disons. J'ai commencé à danser le tango à 17 ans et autour de mes 20 ans, j'avais déjà commencé à prendre des cours des autres disciplines D'accord. comme complément. Et j'avais cette curiosité pour créer quelque chose au-delà du tango. Et là, j'ai trouvé un cadre après. Et du coup, là, je commence à créer des pièces, beaucoup avec une compagnie indépendante constituée avec des danseurs de l'Opéra de Paris Mhm. qui font aussi des projets indépendants. Donc, moi, je me retrouvais à faire des répétitions avec eux, à imaginer des petites pièces, après à travailler avec des musiciens, des fois aussi à répéter à Garnier entre leurs pauses de 30 minutes. Et tout ça, c'était en 2010, 2016. Ça m'a permis une espèce de pratique très forte et une énergie très précise pour comprendre aussi un peu cette manière de travailler. Donc là, c'était quoi en tant que danseur quand tu travaillais avec eux ou c'était en tant que chorégraphe? Un peu danseur, un peu chorégraphe aussi. D'accord. En fait, c'était une compagnie qui produisait plusieurs petites formes et des petites pièces de 15 minutes, 10 minutes, 5 minutes, des petites chorégraphies. Donc là, c'était vraiment un terrain d'exploration. Et après, ces pièces, ils étaient produites dans des soirées mixtes avec avec un programme avec plusieurs pièces. Et en fait, et là encore aussi un peu mon côté éclectique, c'est que je n'ai pas été formé formellement pour être chorégraphe, et sinon que j'ai pu voir en direct le travail des compagnies précises et du près, et après commencer à faire mes expériences. Donc, j'ai commencé à m'investir dans ce monde d'une manière, encore une fois, un peu naturelle, si on veut. Non? Et après, avec le temps, cette envie de vraiment créer des choses, il est venu de manière plus forte et ça a formalisé plus consistamment dans des projets concrets. Tout à l'heure, tu as évoqué la compagnie de Pina. Oui. Comment t'as intégré tu t'as intégré la compagnie à un moment? Non, non, non. Ok, Non, j'ai rencontré certains des danseurs complètement par hasard au bal, sans même connaître qu'est-ce que c'était Pina? Pina Bausch. Ouais. Et eux, ils me sont invités au théâtre pour les voir danser et je suis allé. Et c'est comme ça que j'ai vu à mes 23 ans ma première pièce de danse contemporaine. Moi, j'avais très rarement vu des choses dans ce domaine et j'ai découvert avec eux. Et après, on a resté en lien parce qu'on avait des connaissances en commun dans la tradition du tango. Car Pina, il avait invité un vieux danseur qui s'appelait Tete Rusconi pour faire apprendre le tango à la compagnie dans les passés. Donc, j'ai resté en lien avec eux, j'ai pu voir leur travail, leurs répétitions, leur manière de se relier à la danse, entremêler avec leur vie. C'est quelque chose quand même de très
très fort, une manière très particulière. Et les danseurs de ces compagnies, à l'époque, ils étaient traversés complètement pour cette vie, et pour cette esthétique d'Epina et pour la figure d'Epina. Et après, j'ai pu donner des cours à la compagnie en 2011 et 2012 pour la préparation d'une pièce qui s'appelle Nourdou, qui avait été créée en 1996, pardon, et que justement a une scène où on danse le tango. D'accord. Voilà. Toi, on t'avait Donc moi, invité j'ai pour... été comme assistant pour la reposition de cette scène en particulier. Donc ça a été aussi une expérience très intense d'accompagner toutes les répétitions de cette pièce, être là pour les corrections pour la partie tango et voir tous les processus de répétition, de reposition jusqu'à la première. Et, et ensuite, on a fait aussi des autres projets aussi avec la Fondation Pina Bausch autour du tango. Et, et bon, c'est des expériences par le travail et par une affinité artistique commune et aussi une connaissance, encore une fois, de ces milieux de bal, non? Que c'était ça qui l'intéressait du tango à Pina. Et qu'est-ce qu'il se passe dans les bals, Entre les gens? entre les gens, bon, je ne pourrais pas parler exactement Oui, bien sûr, à par sa elle, place, oui. parce que, mais en tout cas, esthétiquement, c'est sobre, il renvoie beaucoup à des éléments qu'on peut retrouver aussi dans les balles. Et toi, en tant que maintenant chorégraphe, tu t'inspires de ce qu'a fait Pina pour tes Oui, chorégraphies à toi? oui, en fait, un peu me rencontrer à sa manière de travailler, même si je n'ai pas connu Pina en direct, parce que j'ai rencontré la compagnie en 2008 et en 2009, elle est Il était décédée. décédé, ouais. Il est décédé. Donc, mais j'ai connu des autres danseurs qui ont été depuis les débuts, avec lesquels j'ai eu la chance de pouvoir les voir travailler, pouvoir discuter des fois, pouvoir un peu très lointaine, non, mais avec beaucoup de distance parce que c'est quand même quelque chose de très complexe et on peut pas jamais toucher. Percevoir, Ouais. c'est ça, oui. Mais les peu que j'ai pu voir dans le travail, dans leurs répétitions, dans leur investissement, et il y a plein de choses qui ont été très formatrices pour moi, qui m'ont donné une référence en tout cas d'une manière de se relier aux choses. Après, le fait de voir aussi le travail indépendant de chacun de ces danseurs, leurs questionnements. Et finalement, il y a plein de points en commun Le tango? avec les tangos. Et en même temps, il y a toute une sens de la discipline pour la création et d'engagement qui m'a beaucoup marqué aussi pour ma manière de travailler après avec la danse contemporaine. Mais dans ma manière de travailler avec la danse contemporaine aussi, il y a l'influence des autres artistes comme Boris Gibet en France avec la compagnie Les Choses de Rien, que justement lui il a aussi un univers très particulier. Après le travail avec les ballets, avec aussi Bruno Boucher qui était déjà dans cette compagnie indépendante en sciences chorégraphiques conformée par des danseurs de l'Opéra Garnier, compagnie avec laquelle j'ai collaboré pour des petites pièces. Le fait d'avoir vu leur travail, leur manière de fonctionner, ça m'a toujours beaucoup inspiré et aussi chacun de ces personnes, ils m'ont beaucoup accompagné dans mes démarches artistiques, dans mes questionnements. Je pense que j'ai eu cette possibilité de construire des dialogues à travers de l'art très particulier et très concret qui m'ont permis d'apprendre certaines choses et après qui m'ont permis aussi de prendre certaines décisions par rapport à ça. Pour développer à toi ensuite tes chorégraphies. Oui, quelque chose qui est pour moi c'est encore vraiment, je le sens comme une forme de début encore parce que c'est avec Maria même que je sens, même si c'est l'œuvre plus contundente que j'ai fait jusqu'à maintenant, parce que c'est une soirée entière, une opéra. Il y a beaucoup de monde. Et avec 40 personnes impliquées. Il y a des musiciens aussi. Oui, en gros, avec toutes les équipes, ça fait autour de 40 personnes. Mais même là, avec cette pièce, j'ai trouvé plein de questions sur des sujets qui tiennent actuellement mon travail. Et c'est toute une direction en permanent développement. Et
surtout dans la chorégraphie, telle comme je conçois cette expérience, on va dire. Hein. C'était avec Maria de Buenos Aires bon, il fallait répondre à beaucoup d'enjeux très différents. Et en même temps, suite à ça, beaucoup de nouvelles questions ont été formulées et ont commencé à apparaître dans les autres créations que j'ai pu faire après. Et qu'est-ce que tu as réussi justement à apprendre avec ton travail en tant que chorégraphe Oui, c'est creuser Ouais. un peu plus loin sur qu'est-ce que je peux donner par rapport au tango, par rapport à ce que je sais du tango, à ma manière particulière de l'approcher. Avec ton travail de recherche aussi, avec la Oui, notation. ouais, oui. Et aujourd'hui, même si je sens qu'il y a certains projets qui montrent déjà ça que je suis capable de faire, je sens encore que je suis dans une période de création de quelque chose qui est en train de venir. Et De travail, hein, de justement, de recherche. l'articulation, maintenant peut-être un peu plus mature, de toutes ces intuitions ponctuelles que j'ai eues au cours des dernières années. Maintenant, c'est quoi la suite? Parce que tu as créé aussi une association, la Fabrique de Tango Contemporain. Oui, en ce moment, je travaille Et justement pour avoir une structure. justement, parce que aussi tu parlais justement que ton système de notation, c'était encore dans ta cuisine interne. Et tu souhaites aussi maintenant lancer bientôt des conférences pour justement évoquer tous ces sujets que tu as travaillé. C'est bien Oui, ça? en fait, là, un peu l'idée justement pour articuler la suite, les prochains pas, c'est avoir cette structure et la fabrique de tango contemporain qui a par finalité justement mener d'une manière plus communicable et plus large des projets multidisciplinaires autour du tango ou qui impliquent les tangos. Donc, à grosso modo, c'est une étape naturelle, un peu du débordement des projets que j'ai. Pour pouvoir canaliser toutes les choses que tu veux que- faire. oui, en fait, tous les projets que j'ai menés jusqu'à maintenant, aujourd'hui, ont besoin d'une structure et ont besoin aussi d'une forme, d'une espèce de plateforme qui puisse aussi héberger des nouveaux dialogues avec des autres personnes, aussi avec des autres artistes. Donc ça, c'est un projet important actuellement. Et sur ça, là, pouvoir construire des nouvelles formes chorégraphiques, des nouveaux projets de recherche. Et ces projets aussi des conférences, des séminaires pour discuter certaines idées autour du tango. Et, et voilà, pour apporter depuis Ton mon travail de action recherche. un maillon nouveau aussi dans qu'est-ce qu'on peut faire avec les tangos, qu'est-ce qu'on peut faire depuis, dans mon cas, cette forme d'exil, on va dire, même si c'est le mot il est un peu grand, mais quand même des fois, en vivant à l'extérieur, on sent un peu comme ça. Comment est-ce qu'en étant dans des autres villes, dans des autres territoires, on peut encore apporter quelque chose pour les tangos et pouvoir oui, créer une nouvelle étape, une nouvelle manière, une nouvelle approche qui puisse Pour pouvoir apporter de nouvelles choses. donner une suite. Ouais. Ouais. Parce que en plus, toi, en tant qu'Argentin, donc tu as commencé un Mm, peu mm, mm, même mm. dans la capitale du tango. En arrivant en Europe, tu as dû voir d'autres manières en fait de travailler le tango, une Oui, nouvelle approche. Donc c'est pour ça aussi que tu peux aussi avoir t'as cette vision-là, parce que toi, en tant qu'Argentin, tu as les deux expériences. oui, en Europe, c'était toujours me nourrir surtout dans ce qui concerne la danse contemporaine, le travail des compagnies de cirque, des autres structures artistiques aussi. Et tout ça, justement, aujourd'hui, ça fait un peu dialogue avec, Ça fait sens, en tout cas. avec mon expérience Mm. avec les tangos et voir qu'est-ce que ça peut sortir de là. Et je voulais savoir aussi, parce que ça va faire 1 heure qu'on Mm, 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 discute. Moi, c'est des choses aussi que je veux savoir pour progresser aussi dans le tango. Et qu'est-ce que c'est, par exemple, Enfin, moi, je te donne un exemple tout simple. Euh, C'était quand? C'était dimanche dernier. Je suis parti dans ces places Colette. Et donc, c'est là, en fait, où je me suis rendu compte de l'importance. C'est que là que je me suis rendu compte de l'importance, en fait, vraiment du lien entre le torse qui doit vraiment avoir une connexion. Ou plus, en fait, si mon torse accompagne l'autre personne, c'est beaucoup plus facile, par exemple, dans les tours. Qui est pas juste, en fait, un mouvement d'épaule qui fait qu'en fait, ça tourne. Mm. Mais en fait, il faut vraiment réussir à avoir une connexion. Et plus la connexion est présente, et plus ça tourne. Et ça, c'est quelque chose que j'avais jamais vraiment encore trop remarqué, quoi. Et c'est quelque chose que j'ai appris. Toi, qu'est-ce que, en fait,
il y a des choses où tu t'es dit, bah, ok, ça, il faut le faire, quoi. Ou des choses que toi, en tout cas, tu t'es dit, ça c'est très important d'en avoir conscience pour le tango. Bon, avant de te répondre, une petite parenthèse, Vas-y. j'aime bien ce projet de rencontres et de discussions. Je trouve que c'est très, très intéressant de voir cette fraîcheur des questions et cette curiosité, cette question. Ouais, parce qu'en plus, il n'y avait pas très longtemps que je fais du tango, donc du coup, Et, et, et bon, des pistes, des conseils. pour devenir le meilleur danseur du monde. Bon, déjà, je pense que c'est. Moi, je peux partager des choses qui m'ont aidé à moi. Bah oui, mais de Ouais. toute façon, moi, c'est ce que, Après, il c'est ce faut que voir si j'attends. ça aide à des autres personnes. Et moi, je dirais Déjà, si ça m'aide moi, c'est déjà beaucoup. qu'au tango, c'est important toujours d'y aller. Et là, je parle un peu comme les vieux milongueros. Hein. Il faut. Cette conversation devient une espèce de schizophrénie des personnages. Hein. Mais bon, disons là, les vieux milongueros vont Non, mais t'as quand même répondre. plus d'expérience que moi. Oui, moi je dirais que toujours il faut aller au tango et au bal sans rien attendre. Moi, j'ai des attentes un peu parfois. Et, et justement, des fois, c'est important des fois être avec moins d'attente, je dirais. Et, parce que là, on peut se laisser surprendre et on peut se laisser imprégner aussi par chaque instant qui va nous, qui va nous, qui va nous surprendre. Hein. Hier, on a fait justement, on a organisé un concert pour Django Spasiuk, c'est un renommé musicien du chamamé argentin, de la musique du nord-est de l'Argentine. Et parce qu'à côté de mon activité avec la danse aussi, je mène des fois des petites rencontres autour de la culture argentine. Et en discutant avec lui, il disait nos pires des ennemis, c'est nos expectatives, des fois. Carrément, ouais. Et ça, au tango, on le vit en permanence parce que des fois on a un peu trop d'attentes. Et je pense que c'est important de pouvoir avoir des rêves et des envies. Ça, c'est l'aspect positif de l'attente. Mais faire attention à que ces attentes, Prenne pas le dessus. ils nous conditionnent pas peut-être dans une sensibilité qu'il doit y être là pour pouvoir saisir des inspirations de l'instant. Et après, être prêt que le tango aussi, c'est un chemin où des fois on va être un peu frustré, après on va être dans l'extase, et après on fait beaucoup d'efforts pour des moments très privilégiés et très singuliers que de temps en temps arrivent et qu'ils sont d'une magie tellement forte et prégnante qu'après ça justifie et faire des exercices ou des cours ou aller danser et pas y avoir pas trop de réussite ou ce qu'on avait envie de réussir. Ça Mais- viendra. Faut laisser le temps en fait aussi. Faut juste travailler. mais le tango, je pense que oui, c'est quelque chose qui accompagne et qui a ces moments de frustration. Après, il y a ces moments plus agréables. La chose importante, c'est être, comment est-ce qu'on peut dire, indulgent avec soi-même et être un peu contemplatif aussi Se laisser aller. et voir toujours plutôt qu'est-ce qu'on peut faire avec ce qu'on a que des formes idéales ou parfaites ou complètes ou pré-imaginées quelque part, non? Mais je comprends très bien ce que tu dis dans le sens où il faut y aller sans trop d'attente. Parce que ça aussi, je l'ai remarqué, c'est qu'en fait, à un moment, quand j'ai commencé à aller en milonga, donc à partir de juin, j'y allais tout le temps et c'était juste danser que du kiff. Et en fait, à un moment, j'avais un objectif de vouloir faire tel pas, et j'y arrivais pas, et je perdais le plaisir de danser. Et donc là, pendant peut-être de août à septembre, j'avais plus trop. Enfin, j'y allais parce que c'est important pour moi et je sais pourquoi je le fais, donc je continue. Mais j'avais plus plaisir de danser. Et donc là, ça arrivait la semaine dernière où là, j'y suis allé et je me suis juste dit, bah, je vais me détendre et je vais juste danser. Et ça, j'ai eu de nouveau le plaisir de la danse et vraiment, et c'est revenu où quand je termine mes milongas, après, je me disais, mais voilà, c'est pour ça que je vis, quoi. C'est pour ce genre de moment et c'est excellent, quoi. Ouais. Et donc, du coup, c'est pour ça que j'étais content de me dire, mais en fait, plus t'es détendu et mieux tu danses d'une certaine manière parce que t'es vraiment connecté avec la personne. Et parfois, je trouve que j'étais un peu trop centré sur moi. Genre, juste ce pas là, alors qu'en fait, bah, c'est bête, mais c'est une danse à deux. Oui. Et après aussi, c'est intéressant parce que
des fois, dans les tangos, on va découvrir, et ça c'est le Mathias théorique qui va répondre, et qui dit Laissons-le répondre. et, les terrains de la jouissance, du plaisir, du désir, ils ne puissent pas être décidés, ils ne puissent pas être quelque part programmés. Et, Il faut laisser justement part, en fait, oui, à la surprise, à l'improvisation. justement, oui, c'est des choses qui émergent, mais pas sur une vision. Bah, peut-être, après on peut questionner encore, mais ils ne sont pas dans une logique d'une formulation d'un objectif concret à placer dans un temps précis ou dans un nombre précis. Je pense que le tango, et c'est ça aussi une de ses richesses, elle nous met face à des inerties ou à des manières d'apprécier la réalité que des fois par notre époque ou par nos... Oui, par un processus de conscience qui va se produire. Et on va les réimaginer autrement, on va les revivre autrement. Et justement, ce plaisir de la danse aussi, c'est dans les tangos, les tangos, ils nous demandent des fois d'attendre, des fois de ne pas danser. C'est un peu comme s'ils se personnifient dans une voix qui va nous dire non, maintenant regarde, maintenant attends, maintenant repose-toi. Et tout ça, ça fait partie d'un processus finalement très riche. Du coup, ça me donne envie de savoir, c'est quoi toi ton plus beau souvenir de tango? Tu te rappelles d'une fois où tu as dansé ou à un autre moment où... Oui, je sais pas, j'ai des souvenirs un peu vagues, des très belles danses faites dans des bals. Et, cette sensation, elle est folle, je trouve, quand justement, quand t'as l'impression que le temps il s'arrête. c'est étrange, c'est des souvenirs, oui, qui viennent. C'est un peu un souvenir relié aussi à des parties du corps qui ont des fois un peu moins de souvenirs, comme je sais pas, la cage thoracique, elle s'en souvient d'un abrazo, non? Des fois, on s'en souvient des images plus clairement, mais c'est un souvenir quelque chose avec les corps, des positions des corps, ou des sensations avec les corps, avec les corps d'un autre. Et c'est très particulier avec les tangos, je pense. Et donc moi, j'ai un peu des souvenirs des abrazos, de ressenti, des danses plus que de... qui ont été faites. Après, et des moments avec des orchestres aussi, d'écoute. Aussi d'une fois, El Beso, où il avait el Tete, justement, c'est le vieux danseur, Tete Rusconi, et il avait des autres aussi, il avait Gavito, Lenemasi, toutes ces figures très respectées dans ces milieux de tango. Et j'ai des souvenirs d'une soirée où particulièrement il avait des autres amis dans la Milonga, et j'étais content de leur présence. Et il avait quelque chose qu'on était tous contents. Bah, moi, je me sentais très content à l'intérieur de cette piste de bal où je savais qu'il y avait tous ces gens-là présents, réunis dans le même endroit. Une énergie. C'était un peu une sensation comme être content que tout le monde soit venu, quelque part, et qu'on dansait quelque part avec la même matière, avec les mêmes flous. Pour finir, est-ce que tu aurais quelqu'un, si on veut s'intéresser au tango, tu aurais un livre ou un danseur à conseiller ou à aller voir, à partager? Est-ce que tu as envie de partager quelque chose si on veut s'intéresser plus au tango? Et bon, moi, quand je danse, je pense beaucoup à mes trois influences plus fortes que j'ai eues et je conseille toujours les gens de creuser un peu pour connaître qu'est-ce qu'ils ont fait, comment est-ce qu'ils dansaient. Et c'était justement le Tete Rusconi, Gavito et Osvaldo Coca. Ok. Et Tete Rusconi avec Silvia, sa partenaire, de toute la dernière période avec laquelle il a beaucoup dansé et beaucoup partagé. Et Gavito autant avec Marcela Durán qu'avec Maria Plazaola. Et Osvaldo avec Coca, sa compagne. Ces trois couples, pour moi, ces quatre couples, et ils sont pour moi d'une influence esthétique très forte et qui m'ont beaucoup accompagné. Après aussi Osvaldo Natucci et Eladia Córdoba. Et ça, c'est les quatre couples qui ressortent dans mes souvenirs de tango, qui illustrent un peu cette richesse qu'on peut trouver après dans la musique de tango, où chaque orchestre il puisse avoir un style différent. Bon, pour moi, ces quatre couples, c'est des bons exemples de manifestations différentes
Après, il y a aussi de nombreux danseurs un peu anonymes de la milonga, comme Héctor Brea et sa compagne aussi, que je ne me souviens pas son nom, Maria Eugenia, si je ne me trompe pas. Et plein d'autres personnes qui ont peuplé des balles où j'ai pu être à Buenos Aires, mais qui restent un peu anonymes. Et que, Toi, t'ont inspiré? je pense que c'est important d'aller chercher cette époque et ce type de balles entre les années 80, fin 90, 2010. Parce qu'il avait, si on peut voir un peu qu'est-ce qui s'est passé à cette époque-là, je pense qu'on peut être vite fait très, très inspiré par des manières très différentes, très hétérogènes de comprendre la danse. Mais qui, du coup, ça peut nous questionner autrement comment est-ce que nous on danse. Donc moi, mon conseil, ça sera d'aller voir ces influences. C'est un peu comme... Plus anciennes? Oui, et très relié à nos jours aussi, parce que c'est eux qui ont fait justement la continuité. Et après, il y a plein de nouvelles couples, de nouvelles danseurs, que c'est très intéressant, mais j'ai toujours un peu une affection, un peu avec un sentiment particulier sur ces personnes puisqu'ils restent un peu dans l'oubli, quelque part, et que finalement ils ont été responsables de plein de choses qui nous aident à nos jours à nous construire. Et on n'a pas forcément conscience toujours. Ouais. Donc c'est vrai que c'est important. Si on souhaite te contacter ou même te suivre on te suit sur Facebook, Insta. Oui. Mathias.tripodi. Voilà. Ou sinon pour Instagram, sinon il y a un site web mathiastripodi.net. Ton site où on peut retrouver tout ce que tu as fait et aussi c'est important aussi de suivre la fabrique du tango contemporain. Voilà. Où là la suite de tes projets vont avoir lieu à travers cette structure. C'est ça. Merci beaucoup Mathias d'être venu. Merci à toi. En plus tu as été mon premier invité sur le podcast de la Milonga et merci aussi pour ça. Parce que tu as pris le risque quand même d'être le premier, tu sais pas qu'est-ce qui allait t'arriver. Merci à toi et je m'excuse si j'étais des fois un peu théorique ou un peu sérieux. Ah non mais il faut et puis même c'est pour ça aussi que je t'invite. J'espère pouvoir avoir apporté quelques curiosités sur certaines manières de voir les tangos. J'espère que ça puisse t'aider aussi dans ta démarche. C'est pour ça que je t'ai invité. Salut Mathias. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, l'épisode est terminé. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout. Et si cela vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre 5 étoiles sur les plateformes et me suivre sur Instagram à lamilonga.podcast. À bientôt et surtout, dansez bien.